Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce jeudi de la Fondation, je dirais, qui tombe à pic sur la thématique de la réutilisation des masques chirurgicaux et FFP2. Évidemment, un défi sanitaire et un défi économique et un défi environnemental. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce jeudi de la Fondation. Donc, nous le savons tous, nous sommes encore maintenant plongés dans cette crise du Covid-19, cette crise mondiale, qui a amené avec elle, évidemment, on l'a vu, de nombreuses modifications de nos modes de vie, et surtout avec le port du masque, et notamment le port du masque, c'est-à-dire la mise en place de gestes de protection sanitaire. Alors, on ne va pas revenir sur la polémique de manque de masques l'année dernière, la création de nouveaux masques, etc. Mais on voit bien en ce moment qu'il se pose une question, plusieurs enjeux autour de ces masques, avec notamment le premier enjeu qui est dorénavant, on nous demande de ne plus utiliser des masques en tissu, mais d'utiliser des masques principalement jetables pour une meilleure protection. Et donc ça pose différents enjeux. Ça pose un enjeu évidemment économique certain, puisqu'il faut les produire et puis également ça coûte cher. Ça pose des enjeux sanitaires, c'est-à-dire que doit-on faire avec ces masques jetables? Où doit-on les mettre? Est-ce qu'on peut éventuellement les laver? Quel que soit le type de masque. Et puis ça pose un enjeu environnemental certain, puisque qui dit masque jetable dit énormément de déchets. Il y a plus de 300 millions de tonnes de déchets qui sont produits en France tous les ans. Donc ces masques jetables rajoutent évidemment aux déchets. Et c'est aussi un sujet environnemental fort, puisque je ne sais pas si, comme moi, vous en êtes aperçu, mais on retrouve ces masques un petit peu partout lorsqu'on va faire des randonnées, par exemple, se balader dans la montagne, donc à l'extérieur. Et ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un acte volontaire. Je pense qu'il y a juste beaucoup de personnes qui se baladent avec des masques dans leur poche et puis les masques tombent. Et donc on en retrouve un peu partout dans l'environnement, sur les berges des lacs, etc. Donc voilà, un vrai problème environnemental pour ces masques. Alors, tous ces enjeux évidemment forts de thématiques de recyclage et de réutilisation, depuis un an, ont été adressés par un consortium qui s'est monté sur Grenoble, un consortium interdisciplinaire avec des médecins, avec des scientifiques, avec aussi des industriels, même si les médecins sont quand même aussi des scientifiques, avec pour enjeu de déterminer comment conserver l'effet barrière des masques et comment recycler ces masques, quel que soit le type de masque, on le verra par la suite, en toute sécurité. Et est-ce possible? Donc pour adresser vraiment ces trois enjeux économiques, sanitaires et environnementaux. Et pour nous éclairer sur ce sujet aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Cinquin. Donc le docteur Cinquin est professeur en santé publique à l'Université de Grenoble-Alpes et également au CHU. Il est spécialiste en innovation technologique et il est accessoirement docteur en médecine et en mathématiques appliquées. Le docteur Cinquin est également un pionnier des gestes médicaux chirurgicaux assistés par ordinateur. Il a été directeur de laboratoire pendant 10 ans. On ne compte plus ses publications. Et il est également l'auteur de 6 brevets. Il a reçu de nombreuses récompenses et médailles, et notamment la médaille d'argent et la médaille de l'innovation du CNRS. Voilà. Bienvenue, docteur Cinquin, avec nous aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce sujet du masque. Avant de vous laisser la parole, juste une petite parenthèse logistique pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct à la suite de la présentation de la conférence du docteur Cinquin. Et pour ça, il vous suffira de lever la petite main que vous avez à droite de votre écran et d'ouvrir votre micro. Et je pourrai l'ouvrir également ici de notre côté. Vous donnez la main et vous pourrez poser votre question en direct. Voilà, à nouveau, merci docteur Cinquin de nous avoir rejoints. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi à Rovaltin pour cette invitation à vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que il nous a occupés, la task force dont je vais vous parler dans un instant et moi-même, pendant de longs jours et de longues nuits pendant ces derniers mois. Donc l'enjeu, comme vous l'avez très bien présenté, c'est de savoir si on peut réutiliser des masques chirurgicaux et des FFP2. Et donc, je commencerai par rappeler ce que c'est que cette task force qui s'est mise en place. Comme vous le voyez ici, c'est un travail qui est très interdisciplinaire avec des acteurs institutionnels qui sont à la fois académiques et hospitaliers, des acteurs industriels, donc ça fait en tout 50 acteurs divers, et ça représente une large palette interdisciplinaire, vous l'avez aussi souligné, puisqu'on trouve des collègues qui sont à la fois des médecins, des biologistes, des virologues, des spécialistes de la filtration, des physiciens, des chimistes et des industriels, bref, tout ce qu'il fallait pour répondre à cet enjeu qui est loin d'être simple. Alors, déjà quelques mots sur la manière dont tout cela est parti. L'objectif initial, il est né d'un appel au secours de ma collègue Caroline Landais, donc, qui est spécialiste de maladies pas de maladies infectieuses, pardon, d'hygiène hospitalière au CHU Grenoble-Alpes, et qui s'inquiétait énormément parce qu'il y avait une grande tension en mars, au début mars de l'année dernière, sur les masques de protection, à tel point qu'on se demandait si on en aurait encore assez. Et donc, elle m'a sollicité parce qu'elle savait que j'avais travaillé sur des questions, le développement de dispositifs médicaux implantables sur lesquels se posait la question de la stérilisation de ces dispositifs médicaux. Et donc, elle m'a demandé si nous aurions des solutions, avec l'enjeu de pouvoir à la fois permettre à chacun d'entre nous de porter un masque chirurgical pour ce fameux effet barrière qui devait nous permettre d'avoir des interactions sociales tout en protégeant notre entourage, mais aussi, et d'une manière plus égoïste pour une hospitalière, avec l'objectif de permettre aux soignants d'avoir un masque éventuellement plus protecteur, on y reviendra, un FFP2, parce que dans un certain nombre de gestes, il est préférable d'avoir ce type de masque plutôt qu'un masque chirurgical. Alors, cette problématique était très d'actualité au niveau international, puisque à peu près à cette même époque, le New York Times, par exemple, s'intéressait à des sujets de cet ordre. Donc, le travail s'est mis en œuvre avec un mécanisme un petit peu bottom-up, c'est-à-dire que j'ai commencé par prendre contact avec le collègue du CEA avec qui nous avions commencé à travailler, Laurent Cortella, sur des questions de stérilisation. Et très rapidement, le consortium s'est mis en place et vous voyez, dès la fin du mois de mars, le CNRS s'en faisait l'écho. Et pour pouvoir travailler, nous avons considéré qu'il nous fallait pouvoir disposer de masques pour pouvoir faire des tests. Donc très vite, la question s'est posée d'abord sous une forme très pratique. Comment peut-on faire pour récupérer des masques chirurgicaux et des FFP2 de telle sorte à pouvoir tester la procédure ou des procédures de décontamination. Donc, rien que ça, en réalité, c'est un problème. Parce que ces masques chirurgicaux, bien sûr, sont souillés. Donc, on ne peut pas les manipuler d'une manière tout à fait standard. Il faut prendre des précautions, il faut faire les choses proprement. Et donc, ma collègue hygiéniste a mis au point un protocole permettant aux soignants de l'hôpital de récupérer d'abord leurs masques chirurgicaux, ensuite leur FFP2, avec une procédure parfaitement claire au niveau de l'hygiène, de manière à ce que cette opération de collecte se fasse sans mettre en danger les personnes concernées. Donc, cette problématique sur les masques, avant de rentrer dans les détails, je me suis permis d'emprunter les slides qui viennent à mon collègue Dominique Thomas, qui fait partie du consortium, qui est professeur dans un laboratoire spécialiste de filtration, pour que nous nous mettions d'accord sur l'enjeu de ces masques chirurgicaux. Donc, on a dans l'environnement un certain nombre de particules de taille variable. Vous voyez ici une échelle en microns. Et le problème, c'est donc d'être capable de se protéger de ces particules. Il faut savoir qu'un virus tel que le SARS-CoV-2, c'est à peu près 100 nanomètres. Et vous avez, lorsque vous êtes en train de parler, comme je suis en train de le faire, là c'est pas gênant, j'envoie mes particules sur mon écran, mais quand vous parlez, eh bien vous envoyez des particules et si on regarde la distribution, ben, on sait des choses assez précises sur la distribution de ce que vous envoyez dans l'atmosphère lorsque vous parlez, lorsque vous toussez, éventuellement si vous criez. Et donc l'enjeu de la filtration, c'est d'être capable de séparer la phase aérienne dans notre cas et de la phase particulière
de telle sorte que l'on conserve les particules, mais qu'on bloque tout le reste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un masque chirurgical ou un FFP2? Typiquement, c'est une structure de ce type dans laquelle il y a 3 couches, et c'est la couche centrale qui est la plus importante. Elle est en polypropylène, et c'est elle qui va permettre, on en voit ici un grossissement, de filtrer les particules. Alors, naïvement, on pourrait se dire, c'est un effet tamis, un petit peu comme les enfants dans un bac à sable, et on va être capable de bloquer les particules. Quand vous regardez les échelles ici, vous vous rendez compte qu'un virus de 100 nanomètres, il ne les voit même pas, ces fibres. Ce n'est pas du tout un effet tamis qui va permettre de caractériser, d'expliquer l'effet de filtre. Alors, l'effet de filtre, il a plusieurs éléments. Vous voyez ici un effet de diffusion pour les petites particules, c'est-à-dire que ces petites particules, elles vont diffuser, puis elles vont se trouver bloquées par la fibre. Vous pouvez avoir aussi une interception, c'est-à-dire que la particule ici se déplace et elle arrive à proximité de la fibre suffisamment pour se bloquer, donc elle est dans le flux laminaire. Et puis, vous avez aussi des effets d'inertie pour les particules un petit peu plus lourdes. En celles-là, elles sont tellement lourdes qu'elles ne vont pas être capables de s'écarter comme le fait l'air de la fibre, et donc elles vont être bloquées. Et enfin, voilà ce qu'on peut définir ici, c'est la particule de taille minimale qui va être bloquée. C'est la notion que ici, pour des particules de, mettons, 500 nanomètres, eh bien, on aura un minimum d'efficacité de filtration. Il faut rajouter un autre effet qui est un effet électrostatique dont on parlera tout à l'heure, qui est que si la fibre est chargée négativement, eh bien les particules positives, par exemple, vont être attirées vers la fibre. Donc voilà un petit peu les différents principes qui sont à l'œuvre dans un objet tout simple que vous considérerez peut-être différemment après avoir compris justement tous ces phénomènes physiques assez complexes qui expliquent ce qui se passe. Alors maintenant, venons-en aux différents types de masques. On va parler de 3 types de masques principaux. Les masques FFP. Donc, il faut bien comprendre que ces masques FFP, eh bien, leur objectif, c'est de protéger le porteur à l'inhalation. En tout cas, ils sont certifiés pour ça. Donc, on certifie qu'on va être capable de protéger, dans une certaine quantité, le porteur des particules et des gouttelettes qui peuvent arriver. Donc, la notion entre gouttelettes et particules, c'est tout simplement la notion de taille, bien sûr. Alors, nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les FFP2. Donc, ils ont une efficacité de filtration particulière, particular filtration efficiency, supérieure à 94%. Donc, ils bloquent plus de 94% des particules. Et aussi, ils ont la caractéristique qu'ils sont conçus pour qu'il n'y ait pas beaucoup de fuite, c'est-à-dire que tout l'air que vous respirez, en tout cas, qu'il n'y ait seulement 6% de l'air que vous respirez qui puisse passer par les côtés. Maintenant, venons-en au masque chirurgical. Alors lui, ce qui garantit, c'est l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il est très utile pour l'effet barrière. Il garantit que vous avez la possibilité de filtrer ce qui va sortir de son porteur. Et donc, là, on va s'intéresser aux masques chirurgicaux de type 2. Ils ont une efficacité de filtration qu'on va appeler bactérienne. Le B, c'est pour bactérienne, supérieure à 98%. Ce qui signifie donc que 98% des bactéries que vous émettez vont être bloquées. Et les bactéries, après on reviendra sur la manière dont la norme caractérise cette efficacité de filtration bactérienne. Et donc sont apparus pendant la crise des masques dits à usage non sanitaire, des UNS, et ceux-ci, ils s'intéressent uniquement à des particules de 3 microns. Donc il faudra bien retenir ça parce que ici, on a 3 microns. Là, on verra qu'on a des particules, enfin des tests qui se font plutôt à 100 nanomètres. Et là, on a une gamme qui va entre 0,6 microns et 7 microns. Alors, pour comprendre l'ampleur du problème, quelques chiffres sur la population à risque, c'est-à-dire les personnes, là je parle des professionnels qui peuvent avoir besoin de masques. Et donc, vous voyez ces différentes catégories, si on les met toutes ensemble, eh bien, on arrive à plusieurs millions de personnes, sûrement plus de 2 millions de personnes. Et là, on n'a pas compté l'industrie qui mériterait également d'être prise en compte. Rien qu'au CHU, entre 2019, CHU de Grenoble, entre 2019 et 2020, on a multiplié par 3 la consommation de masques. Maintenant, si je regarde l'estimation au niveau français des besoins annuels en masques, regardez surtout les chiffres finaux ici, on est quand même à 248 millions de FFP2 et là à 2 milliards de masques. Alors, attention, on va y revenir. Ça, c'est assez difficile à estimer, donc je donne ces chiffres avec précaution, mais ils représentent quand même quelque chose qui a sans doute du sens en tenant compte des bonnes pratiques médicales. Parce que
pour bien utiliser ces masques chirurgicaux et ces FFP2, bien précisément, les normes précisent la manière dont il faut les utiliser. Donc, on arrive à des chiffres dont on voit qui sont tout à fait importants et vous expliquiez en introduction l'impact environnemental que cela peut avoir. On le comprend quand on voit ces chiffres. Alors, après cette introduction, je voudrais donc vous parler de méthodes de réutilisation à type de lavage et de stérilisation. Ensuite, on va parler des FFP2. Et puis, on se posera la question de la manière dont on peut transformer ces résultats de laboratoire en recommandations d'usage et on conclura sur l'importance de cette approche. Alors, commençons par le lavage. Nous nous sommes tournés, puisque nous étions dans une ambiance hospitalière, au protocole de lavage du CHU. A priori, c'est un protocole dont on peut penser qu'il est performant parce que, en particulier, c'est celui qui est appliqué aux draps des patients qui portent des Covid et à tout le linge des personnels. Et donc, on peut espérer que le protocole est efficace puisque ce sont ces draps dans lesquels d'autres patients, éventuellement pas Covid, vont ensuite dormir. Alors, c'est un protocole qui comporte d'une part un lavage comme dans votre machine à laver, à 60 degrés ici, avec une durée de 12 minutes. Alors attention, ne vous trompez pas, 12 minutes, c'est la durée vraiment à température. Dans votre machine, ça dure beaucoup plus longtemps parce que il faut justement amener l'eau à température. Et il comporte, comme dans votre machine, du détergent, mais en plus un désinfectant, de telle sorte à avoir une activité virucide. Et puis, il y a un temps de séchage. Donc, c'est ce protocole de lavage que nous avons appliqué sur nos masques. Et nous avons voulu donc, dès le début, savoir si, en lavant des masques chirurgicaux, on conservait les performances de filtration qui sont définies par la norme EN 14683. Qu'est-ce qu'elle teste, cette norme? Eh bien, elle teste la propreté, la filtration, la respirabilité et la projection pour les masques de type 2R, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés en particulier au bloc opératoire. J'y reviendrai. Alors, je ne parlerai pas de la respirabilité parce qu'en fait, c'est un problème assez simple. Enfin, toutes les méthodes qu'on a utilisées ont plutôt tendance à augmenter un peu la respirabilité, donc elles restaient tout à fait efficaces. Parlons de la propreté microbienne. On pouvait s'y attendre, hein, quand on lave quelque chose, c'est pour que ce soit propre, mais enfin, il fallait quand même le vérifier. Et donc, on a fait les tests, on a mis nos masques dans des boîtes de pétri, et puis on a compté le nombre d'unités qui forment des colonies. Et donc, on a pu vérifier ce nombre, et comme vous le voyez, on est largement inférieur à la limite de 30, qui est la limite de la norme de référence. Et puis, on a ici des indications sur la distribution. Donc, on voit qu'on est vraiment tout à fait à l'aise par rapport à ce problème de propreté après lavage. Alors après, on s'est posé la question, oui, mais est-ce qu'on a été capable d'éliminer des bactéries? Alors là, la manière de travailler, elle est définie par un certain nombre de normes qui sont très exigeantes sur le type de salissure. Pour être sûr qu'on élimine les bactéries, et j'y reviendrai tout à l'heure, il faut que ces bactéries soient dans un environnement représentatif. Or, les bactéries, et les virus aussi d'ailleurs, sont protégés par les dépôts organiques, particulièrement par les protéines. Donc, il y a un processus ici qui est normalisé, qui impose qu'on mélange de la sérumalbumine bovine, donc des protéines, des globules rouges, et on met les spores dans ce mélange-là. Donc, on sait que du coup, elles vont devenir plus difficilement accessibles au procédé de décontamination, et on le dépose sur le masque, on fait sécher, et ensuite, on fait notre procédure de lavage, et on compte ici le nombre de spores qui restent. Et alors là, c'est quand même assez intéressant parce que on s'aperçoit qu'on a quand même une réduction déjà de 4 logs, c'est-à-dire 10 puissance 4 de la quantité de spores. Alors les spores, pourquoi les spores? Parce que ce sont les formes de bactéries les plus résistantes. Donc si on est capable d'éliminer les spores, toutes les autres bactéries le seront aussi. Alors 4 logs, malgré tout, c'est très intéressant, mais c'est un peu au-dessous de ce qu'on exige, puisque ça serait plutôt de l'ordre de 6 logs pour un vrai procédé de stérilisation. Néanmoins, on voit quand même qu'on a un effet considérable en termes de réduction de la charge microbiologique. Sur l'efficacité de filtration. Donc, l'efficacité de filtration bactérienne, elle a été testée par nos collègues de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc, l'idée, c'est qu'on met des aérosols qui contiennent une bactérie particulière et on va voir tout à l'heure comment on la compte. Seulement ça, au début d'ailleurs, ce n'était pas certifié par la NSM parce que malheureusement, la France s'est privée. Nous n'avons plus aujourd'hui d'organisme certificateur officiel de filtration bactérienne. Donc, nous avons fait appel à un laboratoire belge
mais c'était assez compliqué, les délais étaient très longs. Et donc, heureusement, nos collègues des mines de Saint-Étienne, qui avaient la compétence, ont mis en place un banc d'essai, l'ont fait certifier par la NSM, qui, en temps de Covid, les a autorisés à utiliser ce type de dispositif. Et par ailleurs, parce que c'était beaucoup plus simple à mettre en œuvre, nous avons travaillé avec tous les laboratoires qui sont cités ici sur la filtration particulière, avec donc des conditions qui sont assez proches de la filtration bactérienne. Et donc, ça permettait aussi de comprendre des choses plus fines que le protocole bactérien. Qu'est-ce que c'est que ce protocole bactérien? Eh bien, c'est un protocole dans lequel on a un générateur d'aérosol ici, dans lequel donc on a nos bactéries. Cet aérosol ici, il passe sur ce qu'on appelle un impacteur en cascade. Donc, c'est tout simplement des tailles de trous qui sont de plus en plus fins et qui vont permettre de bloquer des particules de plus en plus fines. Et donc, on met des boîtes de pétri, donc c'est ça, une boîte de pétri, hein, on les met dans cet impacteur, et donc on peut compter le nombre de bactéries qui passent à 7 microns, 3 microns, 1 micron, etc. Et ça permet donc, en comptant les colonies, d'évaluer le pourcentage de filtration moyen du masque par rapport à un témoin qui, lui, n'a pas de masque. Donc, la filtration particulière, elle se met en place différemment. Il faut un générateur d'aérosol, donc là on est capable de contrôler la distribution des particules, et puis un compteur de particules, donc c'est un compteur optique, et donc on est capable de faire des courbes de ce genre-là. Donc là par exemple, vous avez un masque neuf ici, le masque noir ici, donc on voit qu'il a des performances de filtration qui sont au-dessus de 80% pour toutes les tailles de particules, entre 0,01 micron et au-dessus de 1 micron. Et puis on voit qu'une fois qu'on l'a lavé, là, on perd des performances et on reviendra sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pu montrer? Eh bien, on a pu montrer que quand on a des masques neufs, et on l'a fait aussi avec des masques usagés, et on a obtenu le même résultat, si on les traite, donc ici, vous avez le masque initial, c'est le masque neuf. Donc, regardons d'abord cette colonne-là. Donc, dans cette colonne, vous avez la référence de la norme. Vous voyez qu'on est excellent, on est largement au-dessus des 98%. Donc ça, c'est l'efficacité selon la norme EN 14683. Maintenant, si on regarde l'efficacité particulière, ben là, il y a des enseignements qui sont très intéressants. Le masque neuf, on voit que les performances sont au-dessus des 98% jusqu'à 1 micron, mais on voit que c'est au-dessous de 98% pour, par exemple, 600 microns et encore plus pour 300 microns. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ce qui compte là, c'est la valeur moyenne et donc il est effectivement conforme à la norme. Néanmoins, retenez qu'un masque chirurgical à 60 nanomètres commence déjà à filtrer significativement moins et vraiment beaucoup moins à 300 nanomètres, ce qui fait la différence avec le FFP2. Et vous voyez ici différents protocoles. On va regarder celle-là à 10 cycles. On voit qu'on est toujours à 98%. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'aperçois que je n'ai pas les bons chiffres, enfin, j'ai pas les chiffres ici, mais on a des chiffres qui ressemblent à ce qu'on a donné ici. Donc, on voit qu'on a la possibilité, avec le lavage, de conserver les performances de filtration jusqu'à, comme on l'a fait ici, 10 cycles. Un point sur la norme anti-projection. Donc, c'est le fameux R des masques de type 2R. Ça, c'est utile uniquement pour les chirurgiens, c'est-à-dire ceux qui sont amenés potentiellement à recevoir, si malheureusement ils touchent une artère avec leur bistouri, il y a un flux de sang dans leur masque et le masque doit les en protéger. Donc, il y a la norme précise, la vitesse et les caractéristiques du liquide qu'il faut envoyer. Donc, il y a un dispositif qui permet d'envoyer un jet relativement puissant et la question, c'est est-ce que le masque est traversé par ce jet ou pas. Donc, c'est assez gore comme manip, mais ça permet de voir si oui ou non le masque a cette performance. Mauvaise nouvelle, le lavage en machine ne permet pas de conserver cette performance anti-projection. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il suffit donc de dire qu'on ne va pas proposer aux chirurgiens, au bloc opératoire, de réutiliser ce type de dispositif. Et pour les autres, on a pu vérifier que dans les conditions qui sont celles, par exemple, de la projection de gouttelettes, ben là, on conserve une excellente protection, même dans l'autre sens. Alors, je voudrais m'arrêter sur cette slide parce qu'elle sera très intéressante pour la discussion par la suite. Elle résume ce qui se passe quand on a des masques chirurgicaux lavés. Donc ici, vous avez en vert des masques neufs et vous voyez leur performance de filtration. Donc en abscisse, vous avez la taille des particules. Donc on est sur la filtration, l'efficacité de filtration particulière. Et ici, vous avez le pourcentage d'efficacité. Donc, vous retrouvez ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau, c'est-à-dire qu'au-dessus du micron, c'est parfait. Puis ça se dégrade, et c'est normal, il est neuf, mais il est toujours aux normes. Ça se dégrade quand on s'approche des 600 nanomètres, et puis ça finit par devenir assez faible, 40% au niveau de, mettons, 300 microns. Alors,
Qu'est-ce qui se passe si vous prenez un masque, le même chirurgical, mais lavé? Non seulement lavé, mais autoclavé. On reviendra après sur le fait que ça peut être utile d'avoir une stérilisation en plus. Vous voyez qu'ici, il n'y a quasiment pas de différence. La différence, elle commence à apparaître un peu ici, et puis elle reste à peu près stable là. Mais on reste quand même assez bon. Et je vous invite à regarder les performances des masques UNS1. Donc, ce sont des masques qui sont certifiés pour une performance supérieure à 95% à 3 microns. Donc, il est dans la norme. Parce que là, on a donc deux masques neufs, et tous les deux, il y en a un qui est à 98%, l'autre qui est à 95%, enfin, disons juste au-dessus. Donc, tout va bien. Mais regardez ce qui se passe très vite, même à 1 micron. À 1 micron, vous en avez un qui est à 25%, l'autre qui est à 55%. Et puis évidemment, je ne vous parle pas de ce qui se passe quand on est aux valeurs plus basses. Donc on voit quand même là la relative faiblesse de la norme UNS1 qui se concentre sur une valeur de filtration à 3 microns, alors que ce qui est intéressant, c'est quand même ce qui se passe aussi pour des valeurs plus faibles. En tout cas, retenez que, on le voit sur ce schéma-là, laver un masque chirurgical, ça vous donne une performance qui est très significativement supérieure à utiliser un masque UNS1 neuf. Alors, on n'a pas fait des tests sur les masques UNS1 lavés, mais il est vraisemblable que la performance se dégrade aussi un peu. On s'est posé aussi la question, qu'est-ce qui se passe si, lorsqu'on réutilise des masques, il y a eu des trous? Alors, on espère bien que le masque n'a pas été attaqué au bistouri, hein, comme il l'a été ici, mais on peut envisager qu'en enlevant le masque avec des ongles un peu longs, on puisse faire un trou, une petite griffure, qui éventuellement passe inaperçue à l'œil nu. Parce que bien sûr, le principe, c'est que si vous voyez à l'œil nu un trou dans votre masque, eh bien, vous le jetez. Mais bon, imaginons que vous ayez un tout petit trou. Donc là, on a fait des trous entre 1, 5, et on est même allé jusqu'à 7 mm. Et puis, on a regardé la performance de filtration. Et comme vous le voyez ici, donc surtout, là, tous les échantillons sont superposés. Bon, il y en a un qui a un peu perdu de performance, mais globalement, tous, ils ont gardé des performances qui sont vraiment très proches. Et ceci pour, encore une fois, des trous qui sont visibles. Un trou de 1 mm, on le voit. Hein, donc, on est capable on peut penser que s'il y a un trou inframillimétrique survenait, eh bien, l'utilisateur resterait parfaitement protégé par son masque. Voilà, donc là, je vous ai montré qu'en laboratoire, on peut avoir confiance dans le lavage d'un masque chirurgical. On a voulu aller plus loin et combiner le lavage et la stérilisation des masques chirurgicaux. Donc, on a combiné le protocole de lavage que je vous ai décrit tout à l'heure à des protocoles de stérilisation divers, donc l'autoclave, c'est-à-dire la vapeur sèche à plus de 121 degrés avec une pression qui va bien, un protocole de 28 minutes, donc le protocole standard qui est utilisé pour la stérilisation de tous les dispositifs qui sont par exemple utilisés au bloc opératoire. Et puis, on a utilisé aussi d'autres méthodes de stérilisation, donc de l'irradiation gamma, donc des photons à 25 kg. Hein, vous le voyez ici. Par exemple, ici, ça, c'est donc un nucléart chez nos collègues du CEA avec donc une bombe au cobalt. Vous pouvez aussi avoir des accélérateurs linéaires qui vont permettre de fabriquer en particulier des électrons. Donc, ça, c'est une irradiation industrielle, en l'occurrence chez Ionisos. Et puis, vous pouvez avoir aussi de l'oxyde d'éthylène qui est donc un gaz qui diffuse facilement, très facilement et profondément, et qui est donc capable de stériliser ce qu'il rencontre. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces protocoles? L'autoclave, il est très intéressant, mais il est quand même pas très efficace en termes de quantité, parce que un bon autoclave, un autoclave typique qu'on utilise dans un industriel, dans un hôpital, est capable de de stériliser à peu près 1200 masques par cycle. Donc c'est pas mal, mais vous voyez ici les chiffres qu'on est capable d'avoir avec des installations industrielles. On pourrait aller largement jusqu'au million avec des méthodes d'irradiation, par exemple, et puis aussi quasiment jusqu'au million avec l'oxyde d'éthylène. Avec des procédés qui sont relativement rapides, hein, alors selon les cas, ça peut être ici plusieurs jours, hein, mais là, mettons 1 heure. Après, par contre, un temps global qui varie parce qu'il faut tenir compte du transport. Il faut tenir compte ici, dans le cas de l'oxyde d'éthylène, du temps nécessaire à la désorption, parce que le gaz est évidemment biocide, mais donc potentiellement toxique, et donc il faut prendre le temps. Alors on a la chance qu'il diffuse très bien, donc il suffit d'attendre, mais du coup ça rallonge un petit peu de temps. Voilà, cette dia, elle a l'intérêt de vous montrer que si on voulait faire de la stérilisation, eh bien, il y a ce qu'il faut sur le plan industriel pour être capable d'avoir des débits considérables et qu'on peut mettre en regard de la slide que je vous présentais au début sur le nombre de masques chirurgicaux ou de SFP2 à traiter.
Voilà, donc première partie, méthode qui permettrait de réutiliser des masques chirurgicaux. Maintenant, qu'en est-il pour les FFP2? Alors, tout de suite, il y a un gros problème, tout le monde s'en est aperçu assez vite. Il est impossible de laver les FFP2 à l'eau. Enfin, c'est possible, mais on perd une caractéristique essentielle des FFP2, c'est ce qu'on appelle l'effet électret. C'était le quatrième mode de capture des particules que je vous ai montré tout au début, c'est-à-dire la capacité d'avoir une charge sur les fibres de polypropylène qui va attirer les charges de signes opposés, les particules de signes opposés, et qui va les bloquer. Or, cet effet électret est prédominant pour les particules, mettons, entre 100 nanomètres et 800 ou 1000 nanomètres. Et ça, on le perd quand le masque est exposé à l'eau. Alors ça, c'est très embêtant parce que c'est une horreur pour les stérilisateurs. Le principe de base dans la stérilisation, c'est qu'on lave d'abord. On ne stérilise pas quelque chose de sale, on commence par le laver. Et là, donc, on heurte les dogmes habituels puisque on se retrouverait à devoir stériliser quelque chose qui est sale. Et je vous ai rappelé que les dépôts organiques pouvaient protéger les virus ou les bactéries. Donc là, il y a un souci potentiel. Comment est-ce qu'on peut contourner ce risque et proposer des protocoles qui soient malgré tout utilisables, même si on ne lave pas les FFP2? Eh bien, l'idée, c'est de prendre des scénarios qui soient réalistes, voire qui soient pires que la réalité. Alors, réaliste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple inoculer sur le masque le virus, mais en présence de salive. Dans la salive, il y a de la protéine. Donc, si on met une concentration salivaire, éventuellement d'ailleurs supérieure à celle qu'on aurait normalement, et on peut même mettre de l'albumine dans la salive pour renforcer encore la densité en protéines, donc en protection potentielle. Et si après on vérifie qu'on n'a plus de virus, eh bien on est tranquille, on a quelque chose qui pourra tenir la route, même si on n'a pas pu laver le masque. Et puis le pire, donc, c'est mettre encore plus, beaucoup plus de protéines que ce qui est présent dans la sécrétion biologique, donc en l'occurrence un facteur 10 par rapport à ce qu'on peut avoir dans nos flux biologiques pour se retrouver dans des circonstances qui soient vraiment tout à fait rassurantes. Alors, tenant compte de ça, quels sont les protocoles que nous avons pu mettre en place et qui ont montré leur performance? Commençons par la chaleur. Là, ce que je vous montre, c'est qu'on est capable d'avoir, alors on a simulé ici l'usage par 1 heure à 37 degrés avec 85% d'humidité relative, et puis on met 30 minutes à 95 degrés Celsius. Et donc là, on vérifie d'une part la performance qu'on conserve, donc ça c'est la PAV, on a la chance que c'est à Grenoble que se fait ici, que se font ces tests-là. Et puis nos collègues de Lyon, du CIRI, Olivier Terrier, là, on fait un travail énorme parce qu'il a fallu mettre en culture les virus. Donc, il a fallu d'abord qu'ils obtiennent une concentration de virus suffisamment importante. Ensuite, ils l'inoculent sur les masques, comme je vous le disais, qui rajoutent des protéines pour les protéger. Ensuite, on les met au procédé, ici, la chaleur 30 minutes. Et après, il faut les mettre en culture. Et ça, il n'y a pas beaucoup de centres en France et dans le monde qui sont capables de le faire. Et ils ont été les premiers au niveau international. On était en avance sur les Américains sur ce point-là pour démontrer que oui, on avait effectivement été capable de réduire, alors vous voyez ici, le siloc 10, alors les collègues de la DGA aussi ont fait des manips du même genre, et donc on a des résultats qui, en termes de virucidie, montrent une performance tout à fait satisfaisante. On a fait la même manip aussi avec un protocole à 70 degrés, plus 1 heure d'attente. Alors 70 degrés, l'avantage c'est que là, on n'a même pas besoin de vérifier que la performance de filtration est conservée, parce que la norme EN 149 impose de vérifier que si vous mettez à 70 degrés votre masque pendant 24 heures, il conserve ses performances. Et enfin, nos collègues de Tours ont mis au point un protocole avec de l'humidité relative. En gros, l'idée, c'est que si vous avez la chaleur avec de l'eau, humidité relative, eh bien, vous avez une efficacité qui est supérieure. Ça, ils l'avaient déjà mis en place sur le SARS et ils l'ont vérifié ici. Ils ont pu montrer, ils ont fait une jolie publication derrière qui montre qu'effectivement, c'est un protocole tout à fait intéressant. Donc, la chaleur est utilisable. L'avantage de la chaleur, en particulier de la chaleur sèche, c'est que des étuves, il y en a partout, c'est très facile à utiliser. Même votre four, à la limite, vous pouvez l'utiliser. Attention, si vous êtes capable si on est sûr, et c'est un des points délicats, qu'on a bien la température à 70 degrés. L'oxyde d'éthylène. Donc, l'oxyde d'éthylène, c'est un acteur industriel. Je vous ai montré qu'on pouvait aller jusqu'à 1 million de masques à traiter par jour. Et donc, on a pu vérifier avec la PAF que la performance était conservée. Et l'avantage, là, c'est qu'on n'a pas besoin de redémontrer que le procédé est reconnu comme biocide. Il l'est tellement qu'il est utilisé dans des sets chirurgicaux qui contiennent des masques chirurgicaux. Donc, on a déjà quelque chose qui est bien qualifié de ce point de vue-là.
Alors, comme je l'ai dit, il y a un point auquel il faut être très attentif parce qu'un certain nombre de gens sautent en l'air quand on parle de stérilisation à l'oxyde d'éthylène et de mettre sur un masque. Ils disent, mais vous êtes fous, l'oxyde d'éthylène est dangereux. Il est dangereux si on ne prend pas les précautions qui s'imposent. Par contre, Ionisos dispose de méthodes, des sondes qui permettent de mesurer la charge résiduelle. Et il y a des normes qui précisent ce que doivent être ces charges résiduelles. Et on est très largement au-dessous de ces normes, donc on peut l'utiliser en toute sécurité. Les UVC, là vous voyez une boîte française. Il faut que je supprime le son parce que moi j'ai un son très fort ici. Je vais supprimer le son parce que le son n'est pas forcément utile. Donc vous voyez ici le procédé, ça se présente sous la forme d'une sorte de four. Donc vous voyez, c'est un dispositif dans lequel on met un ou quelques masques, on ferme la boîte du four et on met en marche. Et là, ce sont des UVC. Donc ce sont des UV qui ont la propriété si on met la bonne concentration d'énergie, donc minimum 0,6 joules par centimètre carré pendant 2 minutes, donc là évidemment il n'a pas attendu 2 minutes, eh bien on dispose d'un SFP2 ou un masque chirurgical, je crois que oui, c'est bien un SFP2, qui a été décontaminé. Alors décontaminé, là ça a été fait par nos collègues de l'ANSES sur des coronavirus porcins qui sont plus résistants que le SARS-CoV-2, et ils ont pu démontrer au moins une réduction de 4 logs. Et ceci, ils ont pu démontrer aussi que la performance EN149 était conservée. Ça, c'est des résultats qui sont d'ailleurs conformes avec ce qui a été fait par des collègues suisses et américains. Et donc, la très mauvaise nouvelle pour Ingenica, c'est que pour les raisons réglementaires dont je vais vous parler dans un instant, ils n'ont pas pu le distribuer en France. Ils ont dû partir au Canada pour diffuser cette solution. Alors, une méthode très intéressante sur les FFP2 qui s'applique aussi aux masques chirurgicaux, mais pour les masques chirurgicaux, on a vu qu'il y avait des techniques plus simples, c'est le CO2 supercritique. Qu'est-ce que c'est que le CO2 supercritique? Le CO2, vous le savez, normalement est un gaz, malheureusement à effet de serre, c'est un autre sujet. Si vous le comprimez suffisamment, il devient liquide, donc vous pouvez avoir du CO2 sous forme liquide. Et si vous vous mettez dans les bonnes conditions de pression, enfin de température ici et de pression, eh bien il devient supercritique. Ça signifie qu'il se comporte à la fois comme un fluide, comme de l'eau, enfin comme un liquide, disons, je devrais dire, et puis comme un gaz. Donc il garde un peu les deux propriétés. Et en tant que fluide, eh bien, il est reconnu comme un outil qui peut être utilisé précisément pour laver, et on le verra après, éventuellement aussi pour stériliser. Donc c'est des méthodes qui sont bien connues. Et donc, nos collègues de Bordeaux ont mis au point un procédé particulier qu'ils ont breveté et dont vous voyez ici le prototype, et on l'a testé donc pour vérifier sa performance. Et pour vérifier sa performance, on a utilisé des protocoles de salissure qui sont définis par ces normes ici. Donc, vous voyez ici toute une série de saletés qu'on va mettre. Donc, ici, voilà toutes les saletés qui ont été mises en place. Alors, toutes ne partent pas, mais ce qui nous intéresse, c'est celles qui vont être proches de ce qu'on peut trouver sur les masques chirurgicaux ou sur les FFP2. Et donc là, vous voyez entre avant et après, on peut caractériser la performance du nettoyage qu'on a pu atteindre. Donc, on a effectivement quelque chose qui est une méthode de lavage qui peut être utilisée. On s'est intéressé à la possibilité de stériliser avec ça. Et les résultats sont très impressionnants parce que vous voyez ici qu'on arrive à une réduction de 6 logs. Donc là, vous avez la concentration avant le traitement et puis là, la concentration après. Vous la voyez quasiment pas. Et là, de la même manière, donc là, ça dépend des techniques de culture que vous utilisez, mais dans tous les cas, vous avez au moins 6 logs et là, au moins 5 logs. On ne pouvait pas faire plus puisque au départ, on n'avait que 10 puissance 5. Donc, on a une méthode qui lave, qui stérilise, et on voit ici qu'on reste au-dessus des performances normatives qui devaient être à 94%, et là, on est largement au-dessus. Donc, avec le CO2 supercritique, on a une méthode qui est très intéressante. Alors, je résumerai très rapidement sur cette slide. On a vraiment voulu être assez systématique. On a pu démontrer, on s'est intéressé, les collègues du CEA en particulier, ont travaillé sur les résidus potentiels, parce que l'interaction de ces méthodes de décontamination avec le FFP2 aurait pu créer des molécules potentiellement ennuyeuses, donc tout ça, ça a été testé. On a pu démontrer malheureusement que le lavage avec les détergents ne fonctionnait pas, ça on le savait, mais ça a été caractérisé. On a eu un espoir que l'irradiation bêta puisse fonctionner. On n'est pas loin, mais on n'est quand même pas bon, puisqu'on n'est qu'à 80%, alors qu'on devrait être supérieur à 94%.
Et l'autoclave, alors l'autoclave, il y a des résultats, ça dépend sans doute des masques, hein. Des Belges ont publié des résultats avec une conservation de la performance sur certains types de FFP2. Nous, on ne l'a pas retrouvé dans nos manips, on était toujours entre 80 et 90%. On a testé aussi d'autres méthodes, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de toutes ces méthodes-là pour des raisons qui deviendront claires par la suite. Donc l'ozone, la vapeur sèche, le mélange vapeur sèche et H2O2, le plasma d'oxygène. Donc il y a une boîte française qui s'appelle Aurora qui fait des choses de ce genre-là. Le dioxyde de chlore, ça c'est une boîte qui s'appelle Aptar. Bref, il y a pas mal de choses qui ont été testées. Une des pistes potentiellement très intéressantes, c'est le nettoyage à sec. Donc on a travaillé avec une boîte allemande qui s'appelle Zeiss. Et donc le nettoyage à sec permet d'obtenir des résultats qui sont très intéressants parce que assez proches des 94%. Et puis nos collègues de l'IRSN, j'ai oublié de mettre leur logo, ont mis au point des méthodes qui permettent de régénérer l'effet électré et donc de revenir au-dessus des 94%. Sachant qu'avec nos collègues de l'ISCMB à Bordeaux, on a des pistes pour pouvoir optimiser aussi le protocole même du nettoyage à sec. Donc c'est une méthode qui est intéressante. Néanmoins, on est un peu déçu au niveau de la sporicidie. On n'est pas sporicide, donc on ne peut pas prétendre ici à une stérilisation, mais au moins on a le lavage. Donc on peut laver, puisque ça c'est une exigence importante, on y reviendra, des stérilisateurs. Et après, on peut avoir des méthodes de stérilisation qui viendraient derrière. Alors, un point sur ce qu'il faut faire quand on a affaire à des solutions de décontamination qui ne sont pas bactéricides. Il peut y avoir un risque de contamination croisée. C'est-à-dire que si je suis porteur de la tuberculose, je l'ignore et je mets mon masque dans un procédé de décontamination collective et c'est vous qui le portez après, on ne peut pas exclure, c'est très peu probable, mais on ne peut pas exclure qu'une bactérie tuberculeuse ait survécu et que vous l'inhaliez et qu'elle génère une tuberculose. Tout ça, c'est très hypothétique, mais ce n'est pas complètement exclu. Donc, pour éviter ça, ou bien on a des solutions individuelles. Je vous ai montré, par exemple, dans la vidéo, les UVC, c'est quelque chose donc, qui va fonctionner pour l'utilisateur lui-même. Il attend 2 minutes, il reprend son propre masque. Et là aussi, les enveloppes à dioxyde de chlore ou la chaleur sèche, ça peut fonctionner de cette manière-là. Si vous travaillez avec des solutions collectives, eh bien, on peut utiliser des enveloppes à votre nom, microporeuses, qui vont laisser passer, par exemple, la vapeur sèche dans un autoclave ou qui vont laisser passer l'oxyde d'éthylène. Donc, cette slide résume les résultats positifs qu'on a sur les FFP2. Je vous rappelle qu'un FFP2, ça protège le porteur des émissions respiratoires des autres. Donc, on ne peut pas laver, mais l'innovation de nos collègues de Bordeaux permettrait de laver et de stériliser. Et sinon, donc, sans laver, et on a quand même des résultats satisfaisants en termes de virucidie sur cet ensemble de méthodes, chaleur, oxyde d'éthylène, UVC, dioxyde de chlore. Je n'ai pas parlé du peroxyde d'hydrogène, qui est la première méthode qui a été mise au point aux États-Unis par un industriel qui s'appelle le Battelle, le procédé Battelle, et qui sont très, très performants. Du coup, on ne s'est pas intéressé à ça puisqu'on n'avait pas besoin de refaire ce qui avait déjà été fait. Et puis, comme je vous le disais, le nettoyage à sec potentiellement intéressant. Alors, donc, on a des très bons résultats. On devrait être ravis. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en recommandation d'usage? Qu'est-ce que c'est qu'un masque chirurgical d'un point de vue normatif, d'un point de vue réglementaire, pardon? C'est un dispositif médical à usage unique. Donc, il a un marquage CE et ce marquage CE revendique sa conformité à cette fameuse norme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, où en étions-nous dès fin avril 2020? Nous avions démontré que les masques conservaient leur compatibilité avec cette norme après plusieurs cycles de lavage à 60 degrés. Et j'y reviendrai, ces résultats ont depuis été confirmés par plusieurs collègues, dont Philippe Roman, et puis l'UFC Que Choisir. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le recommander aujourd'hui? On pourrait normalement. Pour les particuliers, on peut dire, je pourrais l'utiliser à la maison, parce que si je me réfère à l'avis de la NSM de mars 2020 révisé en novembre 2020, pour vos masques UNS1, eh bien, on vous recommande de les laver avec votre linge domestique, 30 minutes à 40 degrés C, et de le sécher à l'air ambiant, éventuellement en machine. Donc, si ça fonctionne pour les masques UNS1 en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai pour les masques chirurgicaux. Maintenant, si vous êtes dans le cas d'un processus de décontamination collectif, eh bien là, on revient sur ce risque de contamination croisée. Donc, pour les professions non sanitaires, on peut se poser la question, est-ce que ce risque est significatif ou pas?
Il y a un certain nombre de sociétés aujourd'hui qui lavent leur masque UNS1 en machine et qui manifestement ne se posent pas cette question-là. Donc ça veut dire qu'on a dû considérer que le risque était négligeable. Pour les professionnels de santé, il paraît raisonnable de prévoir de toute façon d'intégrer une étape de stérilisation. C'est la raison pour laquelle nous avons testé cette possibilité. Donc, pour les professionnels de santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait envisager de combiner le lavage en machine et les procédés sur lesquels je ne reviendrai pas, que je vous ai présentés tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, on pourrait ainsi traiter jusqu'à plusieurs millions de masques par jour. Ça implique bien sûr de mettre en place les filières de récupération et de transport qui vont bien. Seulement, pour pouvoir transformer ces résultats de laboratoire en recommandations d'usage, il faudrait être capable de démontrer que non seulement le traitement conserve la performance, mais aussi l'usage. Alors ce point-là, il est particulièrement important pour les FFP2, parce qu'on sait que les FFP2 se dégradent avec l'usage. Et donc, il y a certainement une limite. On ne peut certainement pas porter un masque FFP2, même si on l'avait décontaminé, sans le modifier, mettons, 50 fois. Vraisemblablement, il ne serait plus performant. Les manips qui ont été faites à l'étranger, en particulier aux États-Unis, semblent indiquer que c'est entre 5 et 10 fois que se situerait la limite pour les FFP2. Donc, il faut pouvoir tester ça, et on ne peut le tester que sur des personnes qui porteront donc un masque qui aura été porté une fois. Mais que se passe-t-il? Si vous portez un masque pendant 4 heures et que vous le lavez, votre masque a perdu son marquage CE. Donc, il est tout simplement interdit de le faire porter à un être humain, parce qu'il n'est pas éthique de faire porter à quelqu'un un dispositif qui ne présente pas la garantie de sécurité qu'apporte un marquage CE. On peut le faire uniquement dans un cadre particulier, qui est prévu pour ça, qui est le cadre des recherches impliquant la personne humaine, de type 1, parce qu'il y a un risque qui est non négligeable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une analyse de risque, et c'est un gros boulot, cette analyse de risque, pour pouvoir démontrer que les risques que vous faites prendre à la personne volontaire pour porter ce masque, en l'occurrence, sont contrôlés. Donc, la NSM doit donner son accord pour ce type de produit. Malheureusement, elle a refusé d'examiner le protocole que nous leur avons soumis malgré nos relances. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un parti pris sur cette question qui a été pris vraiment dès le début. Dès le début, pardon. Vous voyez ici une communication du 9 avril d'un des spécialistes de l'hygiène, donc le professeur Parnex, qui dès le début disait il faut résister à la tentation du recyclage. Et donc ça, c'était le 9 avril, on n'avait pas encore vraiment des résultats, mais ça a fortement influencé le point de vue des autorités. Et en particulier le 29 avril, alors que nos résultats n'avaient pas encore été complètement stabilisés et communiqués, le Haut Conseil de la santé publique, c'est-à-dire la plus haute autorité, a produit l'avis, dont je résume ici les principaux points, donc avis défavorable sur la pertinence et la faisabilité des procédés de retraitement de masques. L'argument, c'était absence de procédé complet de stérilisation, donc le mot est important, validé à ce jour. Donc, je vous ai montré que depuis, on a pu montrer, et quand je dis depuis, c'était en mai, donc peu de temps après ça, qu'on avait des procédés de stérilisation. Et donc, compte tenu de la pénurie dans laquelle on était, le HCSP recommandait d'étendre l'autorisation des masques, donc par exemple d'autoriser le port du masque chirurgical pendant 4 heures et du FFP2 pendant 8 heures. Il faut quand même comprendre ce que ça veut dire ici, ça. Les normes précisent comment on doit utiliser un masque chirurgical ou un FFP2. Et elles précisent qu'on doit le changer à chaque acte médical. C'est-à-dire que si je m'occupe de Monsieur X, dans la chambre de Monsieur X, et qu'il a besoin d'un masque, je mets un masque chirurgical, je m'occupe de lui ou bien un FFP2. Je sors de la chambre, je dois jeter ce masque ou le FFP2, je passe à la chambre de Madame Y, je remets un autre masque. Et là, on a complètement changé les règles et du coup, ça a permis d'étendre évidemment l'attention, mais au prix évidemment d'un risque supplémentaire. Alors par ailleurs, le HCSP recommandait de poursuivre des études pour montrer que éventuellement le point de vue qu'ils exprimaient pourrait évoluer. Donc, on s'est appuyé sur cette dernière partie pour dire, ben voilà, nous, on vous propose des études. Et donc, on a monté un protocole de recherche clinique. Je passe sur les détails de ce protocole. L'objectif principal, c'était d'évaluer la performance. On était modeste, on avait dit qu'on allait utiliser ces masques chirurgicales 5 fois en conditions réelles, et puis qu'on allait aussi les stériliser avec différents procédés, et qu'on allait vérifier à la fin qu'on était compatible avec la norme EN 14683. Qui a un objectif secondaire, on voulait vérifier la respirabilité
Puis on voulait vérifier la faisabilité, parce qu'il faut aussi s'assurer qu'on est capable d'avoir les procédés de récupération et de traitement. Donc tout ça a été prévu dans ce protocole que nous avons soumis. Bon, nous profitions, entre guillemets, de la population du CHU. Donc, l'idée, c'était de prendre des volontaires hospitaliers, de choisir des personnels qui ne soient pas en contact direct avec des patients, de telle sorte qu'on minimise le risque qu'une défaillance éventuelle du masque puisse leur poser un problème. Et puis, un certain nombre de critères d'exclusion tout à fait classiques. Et donc, on avait fait tout le travail pour monter le protocole. C'est un travail énorme qui a été fait par toute l'équipe là pour monter ce dossier. Et donc, on a déposé le 15 juillet. Et moins d'une semaine après, on a eu une réponse négative. Ce n'est pas recevable. Alors pourquoi ce n'est pas recevable? Eh bien, c'est pas parce que notre protocole avait des défauts, puisque la NSM ne l'a pas traité, ce protocole. C'est tout simplement parce qu'il y a des articles du Code de la santé publique qui, d'une part, interdisent de retraiter et de réutiliser des dispositifs médicaux à usage unique. Et puis, d'autre part, selon la NSM, ce que nous proposions n'a pas pour objet l'amélioration des connaissances biologiques et médicales, ce qui est nécessaire pour être dans une recherche interventionnelle sur la personne humaine. Nous avons réagi à ça à plusieurs reprises. Nous nous sommes associés au président de la Société française d'hygiène hospitalière et nous avons réécrit à la NSM en leur disant, écoutez, nous, on aurait la possibilité de proposer des dossiers, mais et pour ça, vous avez mis un certain nombre d'obstacles. On a besoin de votre aide pour comprendre pourquoi ces obstacles pourraient être, pourquoi et comment ces obstacles pourraient être traités. Et nous insistions sur le fait que ça nous paraissait important, mais que, évidemment, puisqu'on nous avait déjà dit non une fois, on n'allait pas reposer un dossier tant qu'on ne nous expliquait pas pourquoi des réponses avaient été négatives. Alors le problème qu'on a, c'est que quand on regarde les objections de la NSM, on a du mal à les comprendre, parce que si on regarde la définition des recherches interventionnelles sur la personne humaine, ce sont des recherches qui visent à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de produits pour la prévention d'états pathologiques. Et donc quand on lit ça, on ne comprend pas, parce que ce qu'on propose, c'est exactement ça, puisqu'on propose d'évaluer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation d'un produit, en l'occurrence un masque, destiné à prévenir un état pathologique, c'est-à-dire la Covid-19. Donc voilà, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'améliore pas la connaissance biologique ou médicale. Par ailleurs, cet article qui interdit le retraitement, eh bien c'est un paradoxe parce que oui, bien sûr, on a perdu le marquage CE, donc on ne peut pas l'utiliser, mais c'est l'intérêt de ces recherches impliquant la personne humaine de permettre d'utiliser des dispositifs qui normalement ne devraient pas être utilisés, mais dans un cas qui est complètement contrôlé, puisqu'il y a une analyse de risque qui est analysée par la NSM elle-même et par un comité de protection des personnes. Donc on doit convaincre toutes ces autorités que le risque qu'on fait prendre est tout à fait contrôlé. Et puis d'autre part, je me permets de faire remarquer que aujourd'hui, on a très vite autorisé la réutilisation après lavage des masques à usage non sanitaire et personne ne s'est posé la question de l'analyse de risque. Donc c'est très difficile de comprendre pourquoi dans un cas on demande des choses et dans l'autre on ne le demande pas. Bon, donc tout ça, ça a fait l'objet d'un certain nombre de réactions des médias qui sont intéressés à la question. Des médias spécialistes de la consommation, que choisir en l'occurrence, ont refait les manips que nous avions faites et on s'en arrivé bien sûr à la même conclusion et donc recommandent le lavage des masques chirurgicaux. Pour ce qui nous concerne, nous nous y refusons parce que nous considérons qu'il nous faut impérativement faire cette phase de recherche impliquant la personne humaine que nous n'avons pas été autorisés à mener. Alors, en conclusion, pourquoi est-il essentiel de pouvoir réutiliser les masques chirurgicaux? Eh bien, le problème, c'est que l'alternative aux masques chirurgicaux, ce sont les masques à usage non sanitaire. Donc là, j'oublie pour l'instant la partie professionnelle de santé. Nous sommes sur le grand public, donc vous et moi dans la vie de tous les jours. Vous allez au supermarché ou vous promenez avec des amis ou au cinéma éventuellement. Aujourd'hui, vous avez encore le droit d'utiliser des masques UNS2 qui filtrent à 70%. De mon point de vue, ils étaient complètement justifiés dans la pénurie du printemps. Je pense que c'était tout à fait légitime. Et même moi, dans mon laboratoire, j'ai recommandé au tout début, dès le début du mois de mars, je recommandais à mes collègues, sur les recommandations d'un de nos collègues hygiénistes, de prendre une serviette en papier, de se la mettre devant la bouche, c'est toujours mieux que rien. Mais aujourd'hui, c'est complètement insuffisant, pour ne pas dire dangereux. On devrait pouvoir recommander fortement l'utilisation de masques chirurgicaux lavés dans les situations de contact prolongé.
et de notre point de vue, même par rapport au masque UNS1. Pourquoi? Parce que je vous ai montré tout à l'heure la comparaison entre l'efficacité des UNS1 et des masques chirurgicaux sur des particules de taille inférieure à 3 microns. Et vous avez vu qu'au-dessous de 3 microns, par exemple à 1 micron, on est à peu près 2 fois moins performant que les masques chirurgicaux. Par ailleurs, en oubliant ce point-là, en se concentrant juste sur la définition de la performance de filtration, un masque qui filtre à 90%, eh bien, vous voyez qu'en 50 minutes, il va laisser passer autant de particules qu'une personne sans masque pendant 5 minutes. Alors maintenant, imaginez que vous êtes en face de quelqu'un dans un train, que cette personne a la Covid. Eh bien, si cette personne ne porte pas le masque, au bout de 5 minutes, vous allez être considéré comme un cas contact. Maintenant, si cette personne porte un masque et que vous êtes en face d'elle pendant, mettons, 3 heures Paris-Grenoble, eh bien là, vous allez avoir non pas 50 minutes, mais vous allez avoir non pas 5, mais l'équivalent de 15 minutes de contact avec cette personne. Voilà, donc, de notre point de vue, c'est quand même une sécurité nettement plus grande, en tout cas pour les situations de contact prolongé. Il y a un aspect économique aussi. Le coût est faible, il est redevenu faible. Hein, il avait dépassé l'euro en période de crise, mais il se retrouve divisé par le nombre de lavages, donc mettons au moins 10, puisque le coût du lavage en machine est nul, dans la mesure où c'est un volume négligeable, le masque, et que vous allez le laver avec votre linge domestique. Et puis enfin, il y a cet impact écologique qui est majeur, puisque en 2020, on a consommé plus de 2 milliards de masques chirurgicaux, donc ça fait à peu près 10 000 tonnes. C'est plus que 2 pour 1000 du plastique consommé en France. Donc, c'est vraiment très important. Alors, une petite remarque au passage. On parle de masques en tissu, les masques UNS1. Ben oui, il y a du tissu, mais c'est pire que tout, parce que du point de vue écologique, parce que le tissu, il est mélangé au plastique. Donc, en termes de recyclage, le vrai recyclage, c'est-à-dire je récupère la matière pour en faire, je ne sais pas moi, des bouteilles par exemple, eh bien, ça devient beaucoup plus délicat. Bon, cette question, elle devient de plus en plus visible au niveau international. Donc, ici, il y a des articles qui s'intéressent, par exemple, dans le cadre de l'Amérique du Sud, à l'impact qu'a pu avoir la Covid sur ce plan-là. Et comment on pourrait donc faire évoluer les choses? Alors, nous, on voit trois possibilités. Décider que le même masque chirurgical pourrait avoir un double marquage. Dispositif médical à usage unique pour le corps médical, et puis équipement de protection individuelle à usage non sanitaire, donc les normes UNS1 par exemple. Donc ça, c'est une manière de procéder. Une autre manière, c'est de dire peut-être qu'il serait temps de faire abroger ces articles qui interdisent la réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique quand on a la preuve qu'on pourrait le faire d'une manière efficace. Ça, c'était l'objectif de Roger Genet, donc missionné par le Premier ministre dans une mission interministérielle pour traiter la question des masques, et malheureusement, ça s'est révélé impossible. Et on pourrait aussi faire évoluer la norme de manière que les fabricants puissent revendiquer la possibilité de devenir, pour leurs masques chirurgicaux, de devenir réutilisables. Alors, la première possibilité, on l'a testé, on est allé voir nos collègues de l'IFTH, on leur a donné des masques qu'on avait lavés 10 fois en machine, à 60 degrés, donc d'une manière plus agressive que ce qui est recommandé par la NSM, et on les a séchés à l'air, et ils ont confirmé qu'on était largement au-dessus des performances, puisque vous voyez ici que les moins performants, ils étaient quand même encore à 95% en termes de filtration. Et là, on est à 1 micron. 1 micron. Hein. Souvenez-vous de l'image où je vous montrais qu'à 1 micron, les masques UNS1, ils sont largement au-dessous de 80, voire 60%. Et donc, à 3 microns, ben là, on est juste parfait, puisque le moins bon, il est à 97%. Alors maintenant, les FFP2. Pourquoi est-ce que c'est important de recommander la décontamination des FFP2? Là-dessus, on a évolué depuis l'année dernière sur la compréhension du risque de contamination. L'année dernière, on parlait essentiellement de la contamination par surface et de la contamination par gouttelette. Et puis, on considérait que la contamination par aérosol, c'était pas un vrai souci. Depuis, on a compris que la contamination par surface, c'était pas négligeable. Il vaut mieux se laver les mains, prendre du gel hydroalcoolique. Enfin, c'était pas le point principal. Par contre, on a complètement réévalué le risque de contamination par aérosol. Alors là, je vous ai mis un certain nombre de liens, les présentations seront disponibles, des présentations le grand public, mais que je trouve très bien faites. En particulier, cette animation ici d'El País, c'est celle-là ici, j'en ai pris un temps. Donc là, c'est des gens qui, je crois, à midi, se retrouvent dans un bar et puis qui restent ensemble pendant, mettons, 4 heures. Et on voit que, alors qu'ils portent tous des masques chirurgicaux, eh bien, il y en avait un, c'était le premier patient qui était malade. Eh bien, à la fin, sur les 5 qui sont là, 4 seront contaminés. Il y en a
Il n'y en aura qu'un qui aura échappé. Bon, tout ça, c'est des modèles, donc il y a une certaine prudence à avoir. Je vous invite aussi à jeter un œil à ce papier du Lancet très récent qui donne 10 raisons scientifiques en faveur de la transmission par aérosol. Donc, si on considère que le risque de transmission par aérosol est réel, il faut se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'un masque chirurgical protège beaucoup moins bien son porteur qu'un FFP2. Le masque chirurgical, il a d'une part un taux de fuite vers l'intérieur qui n'est pas caractérisé par la norme. Il y a peu de publications à ce sujet, mais les publications, elles estiment des taux énormes, entre 20 et 50%, voire plus, contre moins de 6% pour le FFP2. Ça veut donc dire que quand vous portez un masque chirurgical, disons au minimum 20% de l'air que vous respirez n'a pas du tout été filtré. Et par ailleurs, je vous rappelle que l'efficacité de filtration pour les particules inférieures à 600 microns n'est pas garantie, mais il est inférieur à 60%, contre 94% pour les FFP2. Donc ça fait quand même réfléchir. Est-ce qu'il ne faudrait pas se demander si ça pourrait être intéressant de recommander le port d'un FFP2 quand on est dans une situation de contact prolongé? Seulement si on dit ça, on voit tout de suite que ce n'est pas possible de recommander ça. Pourquoi? Parce que économiquement, ce n'est pas faisable. Le masque FFP2, il coûte facilement 6 fois plus cher qu'un masque chirurgical, sauf si on met en place des méthodes de réutilisation de FFP2. Donc, vous voyez, cette problématique de la réutilisation, elle est vraiment importante. J'en arrive à ma dernière slide. Alors voilà, vous avez compris une forme de tristesse. Tristesse parce que ce qui s'est passé, enfin, l'action que j'ai vu se monter, ça a été mon meilleur souvenir scientifique, mais aussi mon pire cauchemar d'un point de vue administratif. D'un point de vue scientifique, ça a été fabuleux. Il y a eu une dynamique bottom-up qui s'est installée. Il suffisait de décrocher un téléphone, d'envoyer un mail. Les collègues concernés réagissaient dans la minute ou dans la journée et immédiatement proposaient de se mettre au service du projet, étaient capables de modifier l'organisation de leur laboratoire pour arrêter leur manip et faire des choses qu'on leur demandait. Enfin, ça a été exceptionnel. Donc, une dynamique bottom-up, rejointe par le top-down, c'est pas si souvent hein, que on a à la fois des chercheurs qui se mobilisent et puis d'en haut des personnes aussi importantes qu'un PDG du CNRS, un administrateur général du CEA qui disent bah oui c'est important, on vous donne une lettre de mission, allez-y, on va vous donner des moyens et on va vous faire avancer. Le Premier ministre de l'époque avait compris le problème, avait confié une mission à un personnage également important, Roger Genet, le directeur général de l'ANSES, et donc très vite le contact a été pris entre notre task force et cette mission interministérielle, et donc j'ai été intégré et j'ai rapporté nos progrès. Et malgré tout ça, on a pu, sur le plan scientifique, remplir nos objectifs, puisque dès fin avril, on a montré qu'on pouvait laver les masques chirurgicaux en conservant leurs propriétés. On a mis au point un protocole qui aurait permis de finaliser et d'arriver à une véritable recommandation. On a mis au point plusieurs méthodes simples de décontamination des FFP2, une qui permet en plus le lavage et la stérilisation complète des FFP2. Et tout ça, c'est complètement bloqué. Donc, effectivement, les gens ont fini par se décourager. Je vous ai dit qu'Ingénica, par exemple, était parti au Canada. Et donc, c'est très difficile d'avancer sur des projets quand on sait que ça sera bloqué par la suite, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'horizon pour faire avancer ces choses-là. Donc, de mon point de vue, bien que mission ait été accomplie sur le plan scientifique, c'est un triple échec qui me fait beaucoup de peine en tant que professeur de santé publique, puisqu'il est impossible de recommander des solutions qui sont pourtant efficaces et qui, vraisemblablement, si on pouvait aller au bout, montreraient qu'elles peuvent être recommandées. C'est un échec sur le plan industriel, puisqu'on ne peut pas lancer des filières industrielles correspondantes. Et sur le plan écologique, c'est aussi dramatique, puisque, comme je vous l'ai montré, c'est une quantité qui se compte en milliers de tonnes qui se trouve ainsi produite inutilement. Voilà, je vais m'arrêter sur ma présentation et répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Dr Cinquin, pour cette présentation extrêmement passionnante et éclairante sur les différentes méthodes de recyclage. Je vais prendre les questions. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat. De mon côté, j'avais peut-être plusieurs remarques. Moi, j'ai retenu finalement que les UNS1, méfiance, mais surtout sur cette question un peu du recyclage. Il semble qu'il y a quand même, entre guillemets, deux situations. La situation des personnes comme nous, des citoyens, voilà, dans la vie de tous les jours, et puis la question des soignants.
qui eux, voilà, sont quand même des professionnels et sont beaucoup plus à risque, et donc qui nécessitent des précautions, je dirais, probablement un peu plus grandes. Moi, j'avais une question par rapport à ces recherches. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres groupes qui ont travaillé dans d'autres pays? On en discutait un petit peu avant le début de cette conférence sur justement cette problématique de recyclage des masques, qui est quand même une problématique d'importance. Oui, tout à fait. Je rebondis tout d'abord sur votre première remarque. Je ne dirais pas méfiant sur les UNS1. Il faut juste savoir quand on les utilise et les utiliser à bon escient. Je pense que si vous allez faire votre marché demain, vous pouvez utiliser un masque UNS1 dehors. Voilà, c'est un niveau de protection qui semble adéquat. Par contre, dans une situation de contact prolongé à faible distance, c'est là qu'il faut se poser ce type de questions, me semble-t-il. Donc, ce qui s'est passé à l'international, oui, il y a une dynamique très forte qui s'est mise en place, d'ailleurs qu'on a rejointe, qui a été mise en place en particulier par les collègues américains. Donc, il y a une task force américaine qui a exploré diverses pistes. Donc, et là aussi, ça a été très agréable et très positif. On a partagé les résultats dès qu'ils étaient disponibles, avant même qu'ils aient été publiés. Les scientifiques, habituellement, sont assez prudents. On n'aime pas trop partager nos résultats avant qu'ils aient été publiés, qu'il y ait notre nom dessus, que nos pairs les aient examinés. Bon, là, dès qu'il y avait une première piste qui sortait, on l'a partagée. Par exemple, le travail qu'a fait Olivier Terrier que je mentionnais là sur la démonstration de la virucidie en chaleur sèche et en chaleur humide, il a énormément intéressé les Américains. On était vraiment en pointe. Et d'ailleurs, ils ont proposé des solutions qu'on aurait bien aimé mettre en France. Moi, je voulais utiliser à l'hôpital, on a des sèche-linges qui permettent de sécher à des températures contrôlables. Donc, typiquement, le procédé à 70 degrés, il aurait été assez facile à mettre en place. Bon, les Américains, du coup, ont profité des solutions qu'on proposait. De la même manière, sur l'oxyde d'éthylène, on a été les premiers à démontrer la faisabilité. Voilà, donc de l'autre côté, il y a eu des choses aussi qui ont été proposées et sur lesquelles ils avaient de l'avance sur nous. J'ai mentionné le procédé de H2O de vapeur sur lesquels la société américaine implantée en France était tout à fait prête à le déployer en France. Bon, à renoncer devant les complexités que j'ai décrites aussi. Donc oui, cette dynamique, quand je dis américain, c'était des Américains qui organisaient les réunions, mais il y avait des chercheurs du monde entier qui se réunissaient à des heures parfois un peu bizarres, parce que évidemment les décalages horaires n'étaient pas très favorables, mais cette dynamique, elle a existé, et les résultats qu'on a obtenus sont tout à fait cohérents avec ce qui a été obtenu par nos collègues dans d'autres endroits. Merci beaucoup. Mais c'est inspirant et puis quelque part, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même très positif le fait qu'il y ait eu ce consortium mis en place, cette synergie finalement rapide au début de la crise sanitaire, et c'est quand même plutôt positif dans ce sens-là. Alors, j'ai une première question dans le chat. Donc de Madame Cormier qui vous demande ce que vous pensez des collectes qui sont organisées par certaines collectivités pour le recyclage des masques chirurgicaux FFP2 ou FFP3. Et savez-vous ce que deviennent ces masques par la suite? J'en pense le plus grand bien. Oui, il y a des collègues en particulier. Je crois que la PHP a mis en place un mécanisme pour collecter ces masques chirurgicaux et ces FFP2. Et effectivement, ensuite, c'est renvoyé vers. Il n'y a pas énormément d'acteurs, et je suis désolé, le nom de ces acteurs industriels ne me revient pas à l'instant, mais il y a des acteurs industriels qui ont mis au point des procédés pour prendre ces FFP2, par exemple, ces masques chirurgicaux, et réutiliser le polypropylène pour faire ensuite des objets en plastique d'usage courant. Donc je pense que c'est tout à fait positif. Alors il faut bien juste qu'on distingue, nous on ne s'est pas du tout intéressé à cette partie-là, et au début peut-être qu'on n'utilisait pas le bon terme. Moi-même j'ai parlé de recyclage, alors qu'en fait je pense qu'il vaut mieux garder le mot recyclage précisément pour ce dont on parle là, c'est-à-dire je prends un masque chirurgical et j'utilise la matière qui est dedans pour refaire du plastique.
Et puis, il y a la problématique de la réutilisation, Réutilisation. où je garde l'objet masse chirurgicale ou FFP2, je le traite pour lui redonner son usage initial dans de bonnes circonstances. Mais donc oui, cette dame a tout à fait raison. C'est tout à fait vertueux parce que c'est bête de remettre ce plastique à la poubelle où il va être brûlé et où donc il va augmenter l'empreinte carbone alors qu'il pourrait être réutilisé. Merci beaucoup. Alors, j'ai une première question de Monsieur Pina. Monsieur Pina, si vous voulez ouvrir votre micro. Allô? Allez, Oui. bonjour, Monsieur Pina. Oui, bonjour. Bonjour, docteur Cinquin. Bonjour. Euh, je voulais juste revenir sur l'aspect environnemental des masques. Je voulais juste savoir en fait si vous et votre équipe, ou même d'autres équipes scientifiques, avez déjà imaginé des masques qui ne sont pas composés de fibres plastique ou de tissu, mais composé d'éléments naturels comme par exemple le mycélium de champignons. Alors, je vous avoue que non, on n'a pas du tout travaillé sur cette thématique-là. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Il faut bien voir que les propriétés de filtration sont quand même assez complexes, comme je l'ai rappelé dans la slide que j'ai empruntée à mon collègue Dominique Thomas. Donc, si on est capable, avec du mycélium de champignons, de faire un réseau de fibres qui ait des performances comparables, bien sûr, ça serait une avancée considérable. J'avoue que je n'ai pas d'expertise ni de connaissances sur ce point-là. Désolé. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pina. Une autre question, peut-être, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne. On a la chance d'avoir le professeur Cinquin avec nous. Alors, Madame Delacour. Bonjour, Madame Delacour. Bonjour, Geneviève Delacour, je suis journaliste à l'APM, l'agence de presse médicale. Je voulais savoir, vous avez parlé de problèmes réglementaires incompréhensibles. Ces problèmes sont liés, viennent directement de la NSM selon vous, parce que vous aviez quand même le support du Premier ministre, de différentes organisations. Donc, comment vous expliquez ces problèmes en fait? Je ne pense pas que le problème vienne de la NSM, le problème il vient de la loi. On a en France un ensemble de règlements qui finissent par bloquer toute initiative. La NSM applique la loi. Comme je l'ai dit dans une de mes slides, il y a des points que je ne comprends pas dans la position de la NSM. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire parce que, à part, je ne comprends pas. Typiquement, quand la NSM nous dit que nous n'améliorerons pas avec notre protocole les connaissances biologiques et médicales, je dois dire que de mon point de vue, c'est une erreur. Enfin, j'attends qu'on me démontre en quoi c'est le cas. Par contre, la NSM a raison en disant que il y a aujourd'hui un règlement, le Code de la santé publique interdit effectivement la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique. Alors par contre, là où j'ai un petit point de désaccord avec la NSM, c'est que je pense qu'ils ont raison, on ne pourrait pas aujourd'hui recommander largement la réutilisation d'un masque en tant que dispositif médical à usage unique. Là où je suis en désaccord avec la NSM, c'est que j'ai le sentiment qu'on pourrait tout à fait faire une recherche impliquant la personne humaine avec des dispositifs qui ont été décontaminés avant d'être réutilisés. Mais ce qui bloque la NSM, c'est d'une certaine manière leur raisonnement, et là ils ont raison, c'est de dire à quoi ça sert de faire cette recherche. De toute façon, projetons-nous 2 mois ou 3 mois après, vous avez des résultats de votre recherche, donc vous démontrez qu'on peut réutiliser le masque chirurgical, dispositif médical à usage unique, mais il y a une loi qui l'interdit. Vous n'allez pas faire des choses illégales. Et bien sûr que non, je suis fonctionnaire, je ne vais pas faire des choses illégales. Alors, comme je vous l'ai dit, l'espoir que j'ai, c'est de pouvoir convaincre les fabricants de demander le double marquage. Alors ça, il me semble, je ne suis pas non plus spécialiste du droit suffisamment fin pour pouvoir savoir si c'est jouable, mais il me semble que ça serait tout à fait possible qu'un même masque chirurgical puisse être caractérisé comme dispositif médical à usage unique
à l'usage des soignants, et puis comme UNS1 à l'usage du grand public. Et à ce moment-là, ça pourrait, on sortirait de ce vide réglementaire. Mais encore faudrait-il que les pouvoirs publics acceptent la proposition que je fais là. Je ne sais pas s'il y a un obstacle juridique qui l'interdirait, d'une part, et d'autre part, il faut aussi que les fabricants rentrent dans cette direction. Et vu le peu d'empressement des pouvoirs publics pour aller dans cette direction, pour les raisons que j'ai rappelées, on comprend qu'ils n'aient pas très envie de passer de l'énergie pour se poser cette question-là. Ça répond à votre question, Madame Delacour? Merci beaucoup. Non, merci, merci. Alors, peut-être une autre question. Non plus dans le chat. Et écoutez, peut-être une dernière personne, une dernière question? Non? Moi, en tout cas, je suis très impressionnée et ça me rappelle une amie à moi qui, pendant la période de Covid, lavait ses masques jetables avec un petit air de défi en me disant ben, moi, je les mets dans ma machine. Et je pense qu'elle va être extrêmement heureuse quand parce qu'elle n'est pas avec nous ce soir malheureusement, mais quand je vais lui envoyer le replay de votre présentation. Je vous remercie. Et surtout, je vous remercie, professeur Cinquin, parce que je suis très impressionnée par le travail qui a été fait, par cette synergie d'experts et par la rapidité du travail et aussi, je dirais, par votre fair play, entre guillemets, et le fait que vous soyez dans une dynamique positive. En tout cas, ça laisse pas mal d'espoir pour nous dans le côté environnemental et j'espère, en tout cas, j'espère que vous nous tiendrez au courant de ce double marquage éventuellement si vous pensez que c'est possible. Est-ce que vous pensez que l'ANSES pourra valider par exemple c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. J'avoue que là, je suis dans un maquis juridique. La proposition que je fais de ce double marquage, encore une fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un obstacle qui m'échappe parce que il faut connaître cet imbroglio de règles à un niveau qui n'est pas le mien. C'est pas mon métier, hein, connaître toutes ces règles-là. Donc, je pense que, par contre, il y a effectivement dans ce pays des institutions qui ont les compétences. Et c'est pour ça qu'on a tiré à plusieurs reprises un signal d'alarme en leur disant mais aidez-nous, aidez-nous à exploiter ces résultats. Je pense qu'il y a des possibilités pour être efficace. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette invitation et pour m'avoir donné l'occasion de partager les travaux de tout ce consortium, parce qu'encore une fois, même si on a été un peu déçus de l'utilisation, le travail qu'on a fait lui-même était un vrai plaisir de voir cette motivation de tous les collègues pour tenter de se mobiliser dans cette guerre contre le Covid-19 qui avait été déclarée au plus haut niveau de l'État. C'était très réjouissant. Une belle aventure. Eh ben, merci beaucoup, professeur Cinquin. Je vais vous dire merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions à contact@fcsrovaltin.fr si il vous en vient ce soir ou demain, pourquoi pas. À mon tour, je vais remercier l'ARS de nous aider à l'organisation ici de de la Fondation. Je vais remercier Mathilde aussi, qui s'occupe de la logistique derrière. Et puis, je vous dis au 24 juin, j'espère. Et cette fois-ci, on parlera d'ambroisie, un exemple d'espèce envahissante nocive à la fois pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Profitez bien du soleil maintenant jusqu'à 21h. Au revoir. Merci, très bonne soirée. Merci. Au revoir.